Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez entendu le président de la République Emmanuel Macron. L'Estonie, c'est un pays frontalier de la Russie. La Roumanie, c'est un pays frontalier de l'Ukraine. Une armée française qui est déjà présente en Estonie aux côtés des Anglais et des Estoniens. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces troupes sont là dans un but défensif au cas d'offensive russe ou offensif pour contre-attaquer? Vraie question. Certains parlent d'apaisement. On a entendu Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Il faut négocier. Est-ce que ces soldats sont un moyen de pression? Bref, la France doit-elle envoyer plus de soldats aux frontières de la Russie et de l'Ukraine? Et vous êtes 91,7% à dire non. Avec nous, Mériadec Raffray, journaliste et spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Bonsoir Mériadec Raffray. Bonsoir Philippe David. J'ai regardé les effectifs en Estonie. 4 chars Leclerc, 13 véhicules blindés de combat d'infanterie, 4 VAP, des véhicules de l'avant blindés, 7 véhicules blindés légers, 300 hommes. On parlait au début du mois d'1 millier d'hommes en Roumanie. Pas de quoi dissuader grand monde. Vous avez tout dit, Philippe David, et les Français sont très sages finalement. Ils ont bien compris que soit c'était une guerre qui les regardait, qui ne les concernait pas, soit c'était une guerre qu'on ne devait pas faire. En réalité, nous avons, vous l'avez dit, entre 4 et 12 chars selon les moments depuis 2017 dans les pays baltes. Vous savez que les éléments de l'OTAN qu'on appelle ces éléments de présence renforcée ou avancée, les IFP en termes en jargon otanien, ont été mis sur ce terrain-là en 2017 à la suite du sommet de l'OTAN de Varsovie, je crois, de 2016. C'était dans la foulée du dernier pic fort de tension en Ukraine en Ukraine avec la Russie, et on a su à l'époque l'OTAN voulait vraiment pousser à une forme d'interventionnisme sur place. Et moi je me rappelle avoir entendu, notamment dans une enceinte un peu discrète à l'école militaire, un haut responsable du renseignement militaire qui est aujourd'hui parti dans le privé nous expliquer 3 mois après que toutes les informations que la France recevait de l'OTAN n'étaient absolument pas corroborées par les propres informations françaises, et ces informations otaniennes poussaient à l'époque à la guerre. Vous voyez, donc c'est intéressant. Donc ces contingents-là datent de cette époque. Il y en a à peu près aussi autant 1 millier en Pologne. On voit aujourd'hui que la discussion est en cours pour en créer un en Roumanie. On est, je dirais, dans la gesticulation politico-militaire, et très sincèrement, c'est pas avec ces forces-là qu'on va dissuader les 1500 chars que Poutine a accumulés au cours des derniers mois à la frontière ukrainienne et qui sont aujourd'hui sur les routes ukrainiennes. La parole est à, je crois, l'enseigne de vaisseau de Veul. Capitaine de corvette. Oh, vous êtes monté, capitaine de corvette. Je pense qu'il y a 2 voies, et comme l'a dit le président Sarkozy, soit c'est la guerre, soit c'est la voie diplomatique. Or, depuis le départ, le président de la République française a entamé une voie diplomatique qui était très déséquilibrée. Pourquoi ? Quand on fait de la diplomatie, on ne fait pas franchement la guerre. Là, on vous dira, ben oui, il faut s'imposer en force pour pouvoir peser. Or, si vous voulez, la roue était déjà vrillée. Parce que lorsque le président Emmanuel Macron est allé à Moscou discuter pendant 5 heures au bout d'une longue table blanche, au même moment, ou quelques jours avant, il avait ordonné l'envoi de 800 militaires en Roumanie. D'abord, comme vous l'avez dit, 1500 chars, 200 000 hommes, on ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids avec 800 hommes à la frontière roumaine ou en Estonie avec 12 chars Leclerc et 300 hommes, plus 8 4 chars Leclerc. Ça évolue, ça dépend, ça évolue, c'est selon les... D'ailleurs, j'ai écrit un article dans Valeurs Actuelles sur la Bérésina diplomatique. Dans la façon dont j'essaie d'expliquer les choses, c'est si on veut parler diplomatie, il faut dire on n'est pas là pour vraiment entamer un conflit militaire. Il est vrai que le président Poutine a été très clair dès le départ en disant attention, si vous vous en mêlez, j'emploierai une force disproportionnée carrément, où vous n'aurez jamais vu les conséquences. Oui, c'était une quasi-déclaration de guerre là. C'était une ligne rouge. C'est ce qu'on appelle une ligne rouge qui est à mon avis toujours d'actualité. Si on veut aider le peuple ukrainien, c'est pas
en allumant des bougies, c'est pas en mettant des drapeaux partout, etc. C'est en insistant pour trouver immédiatement une solution diplomatique. Parce que même si on est dans une solution militaire on est dans une situation militaire avec la Russie, en Ukraine, ils cherchent une négociation. Et on pourrait trouver des solutions pour essayer d'aplanir les choses ou de calmer les choses. Mais avec les positions du président français, à chaque fois, on surenchérit. La Russie n'est pas notre ennemi, comme disait Adrienne. Elle n'est pas notre ennemi. L'ennemi, c'est celui qui vous fait du tort directement sur notre frontière ou qui touche à nos intérêts vitaux. Là, on a 300 têtes... Oui, alors si vous voulez qu'on ait une guerre nucléaire, on est très bien parti dans votre voie. On a 300 têtes nucléaires, on a 300 têtes nucléaires. La Russie en a 6500. Donc si vous voulez qu'il y ait un dérapage du conflit, il faut continuer dans les postures militaires. On peut baisser notre froc jusqu'au bout. Moi, je crois qu'il faut revenir. En fait, il y a clairement un échec. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le fait que la guerre soit aujourd'hui en Europe, c'est un échec. C'est donc l'échec des différentes périodes successives qui viennent de s'achever. C'est en particulier l'échec de la négociation, quels que soient les torts ou des uns et des autres. Donc, je pense qu'il faut, pour essayer de sortir de cet échec et finalement comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et en particulier sans doute relire ce que Poutine a écrit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, relire ce que Poutine a écrit. Je relisais il y a quelques heures un document parlementaire du Sénat qui étudiait la montée en puissance de l'armée russe. Vous savez que ces 10 dernières années, la Russie a investi en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire si on prend le chiffre officiel, c'est entre 50 et 70 milliards de dollars par an, mais si on prend en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire si on tient compte du fait que la Russie n'est pas véritablement insérée dans le même système économique que nous, en réalité, les experts parlent de pratiquement 180 à 200 milliards de dollars par an. Vous savez pourquoi? Il est écrit dans les documents qui présentent ce plan que la Russie considère l'avancée de l'OTAN à l'ouest, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Voilà ce que dit la Russie. Une menace existentielle pour sa survie. Elle considère également que, en fait, les États-Unis en particulier ont bafoué la parole qu'ils avaient donnée à la fin, au début à la fin de l'ère soviétique, lorsque Gorbatchev a dû négocier en position de faiblesse, de vaincu. James Baker, le secrétaire d'État de George Bush, le premier, lui avait dit, tout le monde rapporte ses propos, qu'il n'y aurait pas de négociation, il n'y aura pas d'avancée de l'OTAN dans les ex-pays de l'Union soviétique. Je vous rappelle aussi qu'entre 2000 et 2007, Vladimir Poutine a mis plusieurs offres sur la table de partenariat avec l'OTAN. Il était donc dans une volonté véritablement de partenaire. On ne l'a pas écouté. Ensuite, en 2008, il y a eu à nouveau une manœuvre des Américains pour vouloir étendre l'OTAN jusqu'à l'Ukraine, à telle enseigne même que les deux monstres sacrés de la géopolitique américaine, que sont Brzezinski, qui est un démocrate de gauche, et Kissinger, qui lui est de droite, étaient d'accord pour dire que si l'on titillait la Russie sur ce point précis, on braquerait le pays, il n'y aurait aucune négociation possible. Voilà ce que dit aujourd'hui la Russie. Je crois qu'aujourd'hui la Russie, elle a tiré la leçon du fait qu'elle n'était pas écoutée, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc, elle a activé la force. René Chiche. Oui, je voudrais poser deux questions. Est-il vrai que la France est en train de livrer des armes défensives à l'Ukraine ? Alors, je crois que répondre de manière par oui ou par non à cette question serait hasardeux. Ce que l'on peut dire, et ce que l'on sait avec une quasi-certitude, c'est que ces derniers mois, les Occidentaux, à commencer par les Américains, ont rempli les arsenaux des pays d'Europe de l'Est d'armes, notamment de missiles anti-chars. On sait aussi qu'ils en ont évidemment livré discrètement à l'Ukraine. Je parle des Occidentaux, voilà. Après, on peut débattre de qui de quoi. Des missiles anti-chars portables type Milan, c'est ça ? Exactement. Alors, en l'occurrence, c'est des armes américaines et qui effectivement aurait été compliqué pour les Russes, mais on comprend aussi que les Russes, dans leur avancée, ont systématiquement essayé de neutraliser des menaces militaires, et en particulier les dépôts qu'ils avaient évidemment identifiés et repérés avant, pour essayer de neutraliser ces capacités. Maintenant, sans doute qu'il en reste. Et vous avez remarqué d'ailleurs que les colonnes russes ne vont pas à l'ouest de l'Ukraine, dans cette partie de l'Ukraine qui leur est largement hostile et défavorable. Et alors, j'ai juste
une deuxième question. On n'est pas à l'abri. C'est plus cher, la deuxième question. On n'est pas à l'abri d'une bavure ou d'un incident. Imaginons qu'une roquette ou un missile arrive sur le territoire roumain. Cela va donc entraîner normalement, automatiquement, une réaction de l'OTAN. Alors vous avez raison, lorsque l'on fait la guerre, les spécialistes savent, lorsque l'on met beaucoup de militaires dans un endroit donné, voilà. Il y a ce qu'on appelle, il peut y avoir des frictions, voilà, des plaques tectoniques qui s'entrechoquent. C'est effectivement un scénario. Le scénario qui a conduit là à la déclaration de guerre et l'entrée en guerre de Poutine en Ukraine a été précédé d'un certain nombre de provocations dont l'histoire documentera de manière affirmative plus tard qui en était à l'origine, mais très sincèrement, on peut vraiment se poser des questions sur ceux qui ont instrumentalisé les menaces qui ont égrené en fait les dernières semaines qu'on vient de passer. Moi, ce que je sais, c'est que par ailleurs, les Russes sont professionnels et il y a des canaux de déconfliction, comme disent les militaires, qui se sont ouverts ces derniers jours, ces dernières semaines. Je sais en particulier que la France a ouvert un canal de déconfliction avec la Russie du côté de la Méditerranée. C'est quoi un canal de déconfliction? Alors, un canal de déconfliction, c'est... Oui, pardon, excusez-moi, c'est un terme technique, ça fait bien, mais il faudrait peut-être expliquer. Oui, c'est... Ouais. En réalité, les militaires sont des gens rationnels, ils parlent entre spécialistes et ils créent une liaison, ils créent des liaisons techniques, des liaisons de communication, de radio, et ils prévoient en fait entre eux un certain nombre de cadres conformes dans lesquels ensuite ils vont discuter. C'est comme un genre de téléphone rouge pour les techniciens entre les puissances... Entre les deux camps, vous voulez dire? Voilà, entre les deux camps, exactement. D'accord. Donc il existe ce type de canal, mais vous avez tout à fait raison. C'est possible. L'un des sujets aujourd'hui importants, ça peut être ces problématiques. On voit d'ailleurs que dans le sud de la Roumanie, il y a quelques petits sujets. Adrienne Breton, sans canal de déconfliction. Oui, bon, je pense qu'on peut revenir sur l'histoire des dernières années, des derniers mois en Europe de l'Est, mais j'ose espérer qu'il y a quand même un sujet sur lequel on est tous d'accord, qui est que rien ne justifie qu'un pays envahisse un autre pays et remette en cause les frontières de ce pays-là. Maintenant, si on revient sur le sujet qui est finalement la présence française aux frontières de l'Ukraine... Et de la Russie en Estonie. Oui, tout à fait, et de la Russie. Il ne faut pas s'illusionner sur le rôle de la France là-dedans. La France est là en tant que membre de l'OTAN, et finalement le véritable adversaire qui peut faire peur à la Russie, c'est les États-Unis. Et donc c'est véritablement le bouclier américain, comme on dit, qui ici est dissuasif. Et la France, finalement, ne fait que jouer son rôle de solidarité vis-à-vis des autres membres de l'OTAN en allant, en positionnant des troupes. Pourquoi c'est important de le faire ? C'est important parce qu'on pourrait se dire, finalement, la Pologne, tout ça, c'est loin. Les pays baltes, c'est loin. Finalement, c'est pas vraiment chez nous. On n'est pas directement concernés. Mais ce sont nos alliés. Et moi, j'aimerais quand même rappeler un texte que tout le monde connaît, écrit par un ancien détenu de Dachau, qui avait écrit quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que j'étais pas communiste. Ils sont allés chercher les catholiques, j'ai pas protesté parce que j'étais pas catholique. Ils sont allés chercher les syndicalistes, etc., etc. Et puis quand ils sont venus me chercher, il y avait plus personne pour protester quand ils m'ont emporté. Donc j'aimerais juste rappeler, dans un monde qui, en fait, est en train de changer, dans un monde de guerre qui est quelque chose qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant, que l'alliance, ça a un sens. L'alliance, c'est protéger les autres pour que nous-mêmes, si jamais un jour on a un problème, on puisse être protégés. Oui, je pense que c'est important de revenir sur ce point précis du droit et de la force. Effectivement, on peut tous déplorer que Vladimir Poutine a violé les frontières de l'Ukraine. Mais vous savez, ça c'est un argument que les Russes nous renvoient en pleine figure. Je vous rappelle qu'en 1999, la France a participé à la guerre du Kosovo. J'y étais, j'ai vu comment ça s'est passé. On a employé la force. Et comme d'habitude, quand le plus fort à ce moment-là est celui qui peut imposer son droit. En 2003, je vous rappelle... On n'a pas envahi le Kosovo. La France n'a pas envahi. On était présent au Kosovo. Pardonnez-moi, j'étais sur le terrain. On était présent avec les forces de l'ONU. Ça s'appelle des forces de maintien de la paix. C'était pas une invasion. C'était les forces de l'OTAN, madame. C'était pas le mandat de l'ONU, ça s'appelait la guerre de l'OTAN, pas de l'ONU. Voilà, donc moi j'ai personnellement franchi la frontière avec les forces de l'OTAN, donc je peux vous dire qu'on a vraiment envahi le pays. On n'a pas annexé le Kosovo, c'est ça que je veux dire. La France n'a pas annexé le Kosovo. Mais qui vous a dit que l'Ukraine était annexée par la Russie ? Il me semble qu'ils ont reconnu l'indépendance d'une partie de l'Ukraine. Je ne crois pas qu'on ait reconnu. De la République autoproclamée du
Donbass et de la République Oui, autoproclamée. il ne me semble pas qu'il y ait eu du d'élection Lugansk. libre. Alors, Voilà. juste pour terminer, en 2003... Mais au Kosovo, il n'y a Oui. pas eu d'élection libre non plus, et il y a eu une Il me semble annexion. qu'il y en a eu après quand même. Et Ouais, enfin, après, Bah oui, sous contrôle l'élection- démocratique. Ouais. oui, enfin, avec la Non, mais, mafia albanaise, enfin, etc. c'est ça qui me le gêne dans ce Kosovo- débat, c'est qu'on compare des situations non démocratiques avec situations démocratiques. non, il faut se quand calmer même là-dessus. On risque, se on calmer, risque c'est quand même une guerre important. nucléaire mondiale. Oui. Donc il faut qu'on se calme sur les principes de droit. Il faut qu'on aille à moi, je me l'essentiel et calmerai qu'on pas soit sur la dans la... défense Oui, de la démocratie c'est de nos votre point valeurs, de et je vue, trouve ça mais au surprenant Kosovo, on est que la intervenu droite sur des soit pas mensonges. alignée On a dit là-dessus, que les quoi. Serbes faisaient des génocides et faisaient des massacres. Ça n'a été jamais prouvé. Et Milosevic, qu'on a traduit devant la Cour pénale internationale de Il me semble l'AE, qu'ils ont été- a été complètement lavé de tout soupçon. C'est-à-dire qu'on a retenu Bon, alors, si aucune on en est à charge contre lui. réhabiliter de Milosevic, Aucune effectivement, charge je peux contre plus lui. grand-chose, Non, là. c'est le Mais, droit, c'est le droit international. oui, oui, bon, Ça, bah, que tout ça va vous bien, plaise ou pas, c'est effectivement, comme ouais, ça. très On bien. peut Bien, simplement, réhabilitons on peut Milosevic. simplement ce débat peut avoir lieu, mais on peut simplement reconnaître une seule chose de manière très pragmatique. Il y a le rapport de force. En fait, les Européens redécouvrent aujourd'hui que la guerre qui existait partout ailleurs arrive dans leur pays. Et là, c'est les rapports de force qui reviennent en plein boomerang à des nations occidentales qui n'ont depuis 20 ans cessé uniquement d'encaisser les dividendes de la paix. Est-ce que vous avez lu la déclaration du chef d'état-major des armées allemandes il y a quelques jours? Le chef d'état-major Ouais. de l'armée de terre, le Très général intéressant. Alphonse Voilà. Maïs, Qui a, Tout à non, fait. non, le chef d'état, non, non, le patron de la des Bundeswehr. le patron des états-majors de l'armée allemande, l'équivalent Ouais. du SEMA allemand. Oui, Si je veux pas Alphonse dire. Maïs. Non, Voilà. c'est l'équivalent du CEMAT. Bon, alors. Chef d'état-major de l'armée de terre et pas chef d'état-major Ok. des armées. Bon, c'est un C'est détail. un détail. En tout cas, il a expliqué à ses patrons dirigeants politiques que l'Allemagne n'avait pas les, Vous voulez la n'aurait pas les citation moyens. exacte, je l'ai dans mon ordinateur. Non, non, je vous crois sur parole. Non. N'avait pas les moyens de s'opposer à la Russie. Vous savez combien de chars la France dispose en parc aujourd'hui? 250. S'il marche. Voilà. Donc, On est vous d'accord. voyez, donc en fait, c'est le retour des rapports de force. Donc, Excusez-moi, à l'époque où j'étais au service militaire, c'était la guerre froide, on en avait 1250 de mémoire. Des AMX-37 à l'époque, c'était pas les chars Leclerc. On a divisé donc par 5 la quantité. Donc- Ah oui, c'est impressionnant. Donc en réalité, les Russes nous disent aujourd'hui, vous étiez les plus forts depuis une quinzaine d'années, nous avons été humiliés, à tort ou à raison, c'est ce qu'ils disent, il faut les écouter, et ils disent aujourd'hui, visiblement, à nous maintenant d'imposer notre rapport de force, que cela vous plaise ou non, et effectivement, on a basculé aujourd'hui dans l'emploi de la guerre, qui est, selon la célèbre formule, la diplomatie, la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Cela ne choquait personne quand les populations étaient habitués à cela. Aujourd'hui, les Européens le redécouvrent et je crois que Nicolas Sarkozy, à mon avis, a assez raison d'expliquer qu'il faut aujourd'hui retrouver la diplomatie pour essayer de remettre du calme dans cette Europe où l'ébullition commence à se dangereuse. René Chiche court et Meriadec Voilà, moi, Raffray court aussi. J'ai une question toute Non, simple. il Un reste peu, 1 minute 30. je me mets à la place de l'auditeur, vous voyez, qui n'est pas un spécialiste des questions de défense. Comment vous voyez l'évolution de ce conflit? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il y a un vrai risque de conflit entre vraiment le pire, l'OTAN et la Russie? Comment ça peut se Non, concrétiser en tout ça, fait, à la fin d'abord, je peux me tromper. Hein, Ouais. voilà. Mais ce qui semble se dessiner sur le terrain, c'est que les forces russes ont avancé de manière très rapide. Il y a d'abord eu un bombardement, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, les blindés sont arrivés. On voit bien là que l'objectif politique de l'opération, c'est de mettre la main sur Zelensky, le gouvernement, sans doute de le récupérer pour lui faire signer un papier expliquant qu'il était OK pour la reddition. Vous avez vu que Poutine, aujourd'hui, a lancé en fait le marathon des négociations. Enfin, il espère que ça fonctionne. Et sans doute là que les Russes vont rentrer peut-être dans une ville qui a priori aujourd'hui est libre. En fait, les forces ukrainiennes ont disparu. Il y en a qui se rendent. Il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc, je pense que les prochaines heures là que l'on vit sont tout à fait décisives. Et il y a le scénario aujourd'hui qui est le plus crédible, c'est que le gouvernement tombe de manière un peu molle, que en fait ce raid blindé se transforme en une espèce d'opération. Vous avez vu que Poutine relativement a appelé molle avec l'armée ukrainienne à renverser le président, c'est ça. D'ailleurs, en traitant le gouvernement de drogué et de néo-nazi. exactement. D'ailleurs, dans l'offensive, c'est intéressant de voir comment, en fait, On rappelle qu'il est finalement, juif, d'ailleurs. ils épargnent relativement. Pour un néo-nazi, c'est Oui. toujours Non, mais paradoxal. dans Non, mais l'état-major, c'est il y a un néo-nazi. Dans l'état-major, et il y Non, a mais même il y a une quand division même quelque néo-nazie chose d'incroyable, c'est dans les que forces Poutine ukrainiennes. va Enfin, je crois que renverser un les forces Wagner gouvernement. sont assez Enfin, proches des on veut néo-nazis déloger un aussi. On vous a pas beaucoup C'est ce qu'on entendu appelle les quand rapports le de Haut-Karabakh s'est fait tabasser par parce que les ça- Azéris et les Turcs. Bah, je crois que vous m'avez pas Les invité. Américains ont renversé le Saddam Hussein en 2003 et depuis le Moyen-Orient est Saddam à feu Hussein, et à c'est pas sang. Zelensky. Bon. Non, mais bon, c'est des rapports de force, monsieur.
Mais qu'est-ce que Et donc, il faut être toujours du côté du plus fort. Qu'est-ce qu'on reproche à Est-ce qu'il faut Zelensky toujours alors être du côté du plus fort En Parce que tout dans cas, ce cas- en tout cas, je Dans pense ce que les cas, en Français. 40, On effectivement, ne on a doit vu qu'il pas était être des plus fort. vats en guerre, on doit simplement penser à l'intérêt de la nation, parce Et que donc, les en 40, positions qu'est-ce qu'on aurait dû faire, alors du président Mais par Emmanuel contre- Macron fragilisent nos militaires qui Par sont en contre- exercice dans la région. Mais donc ça sert à J'ai- rien d'avoir une armée si c'est pour ça. Si, on a une armée de dissuasion. J'ai écouté Hubert Védrine, la guerre nucléaire, il y croit absolument pas, et je dois dire que je n'y crois absolument pas non j'espère plus. pas, hein. Merci beaucoup, Mériadec Raffray, journaliste et spécialiste Merci. des questions de défense et des questions internationales. Verdict sur Twitter, vous êtes 91,9% à dire non. La France doit-elle envoyer plus de soldats aux frontières de la Russie et de l'Ukraine? Vous aimez Edith Piaf? J'adore. oui. Eh bien écoutez, on va parler d'un spectacle d'une chanteuse en hommage à Edith Piaf demain à Gassin. Vous vous rappelez de Besoin de rien, envie de toi? Oui. Peter et Sloan. Eh ben, c'est Jean-Pierre Savelli qui était Peter à l'époque, qui est le producteur de cette chanteuse. On l'est avec nous dans quelques instants.